Bienvenue à tous dans cette nouvelle formule de Géopolitis. Bienvenue sur la RTS et TV5 Monde. C'était il y a 100 jours exactement. Ce matin-là, le 24 juin, l'Union européenne se réveillait en état de choc. Les citoyens du Royaume-Uni venaient de décider de partir. 51,9% des voix en faveur du Brexit et une participation record de 72%. Jusque-là, l'Europe n'avait cessé de grandir depuis la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951 et depuis le traité de Rome en 1957 qui avait donné naissance à la Communauté économique. Alors on pourra toujours dire que les Britanniques et Margaret Thatcher étaient entrés à reculons dans la communauté, un pied dehors, un pied dedans. Il n'empêche, le Brexit provoque une méchante crise existentielle. Que va devenir l'Union européenne? Comment doit-elle se réinventer après le Brexit? Y aura-t-il un effet de contagion dans d'autres États où l'euroscepticisme ne cesse de gagner du terrain? Se dirige-t-on vers une Europe encore plus divisée entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest, ou alors au contraire, une Europe plus forte, plus unie, comme l'appelle de ses vœux le Premier ministre italien Matteo Renzi, notamment sur l'immigration et la relance économique? Discuteremo naturalmente anche delle questioni economiche. C'è bisogno, in particolar modo nelle more della Brexit, di misure forti per rilanciare la crescita, per combattere la disoccupazione giovanile. Le Brexit pose aussi la question de la cohésion avec les États membres de l'Europe de l'Est et celle de la défense européenne commune, amputée désormais de la force de frappe britannique. Toutes ces questions, nous allons les aborder avec notre invité, mais d'abord, un florilège de réactions politiques au lendemain du Brexit. Certains pavoisaient, d'autres déchantaient. C'est notre rubrique Le Zap, préparée par David Nicole. Out, dehors, c'est la stupeur. On croyait la construction européenne irréversible, l'impensable a donc eu lieu. Disons les choses clairement. Aujourd'hui est un jour où un coup a été porté à l'Europe, un coup porté au processus d'unification européenne. La sortie du Royaume-Uni remet en cause toute la géopolitique interne à l'Union européenne. Un sursaut est nécessaire. Car les mouvements populistes européens n'entendent pas perdre de temps. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux et réjouissez-vous au contraire de la libération des peuples. N'est-ce pas amusant? Quand je suis venu ici, il y a 17 ans, en disant vouloir mener une campagne pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, vous avez tous ri de moi. Vous ne riez plus maintenant. Bruxelles doit entendre la voix du peuple. C'est la plus grande leçon de ce référendum. Aujourd'hui, c'est le début de la fin de l'Union européenne. Mais plus important, c'est le début de ce que j'ai toujours appelé le printemps patriotique, le renouveau des États-nations en Europe. Bonjour Nicolas Levrat. Bonjour. Merci d'inaugurer avec nous cette nouvelle formule de Géopolitis. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Genève, ancien directeur du Global Studies Institute. Si je vous définis comme un europhile sceptique, ça vous va? Oui, parce que europhile, parce que le projet politique européen est des plus intéressants du XXe siècle, et critique parce que malheureusement l'Europe est en panne aujourd'hui. Le 24 juin, au matin, vous avez été surpris par le résultat du référendum? Un peu seulement. C'est-à-dire qu'il y a un tel sentiment actuellement de vote anti-élite partout en Europe qu'il était tout à fait possible, et ça a été prouvé que ça s'est produit, que les citoyens britanniques votent pour sortir de l'Union européenne. On a entendu là l'ultranationaliste hollandais Geert Wilders se réjouir du début de la fin de l'Europe. C'est un scénario possible? Hélas, oui. Le projet européen a été conçu, créé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas été la fin de l'Europe, mais on n'est pas passé loin. Est-ce que maintenant, après le Brexit, il y a un risque de contagion dans d'autres États membres de l'Europe? Oui. Malheureusement, avec le Brexit, l'Europe est blessée. Et l'Europe est malade. Et il y a un risque que, par cette blessure du Brexit, s'écoule la sève même de ce qui faisait le projet européen.
Aujourd'hui, par exemple, en Hongrie, on va voter un référendum sur la relocalisation des réfugiés, par exemple. Absolument. Et ça, c'est tout à fait révélateur. Une des forces du projet européen, c'est que le droit européen joue un rôle particulier. Les États ont, depuis l'origine, ou presque, depuis 1964, en fait, accepté une primauté du droit européen sur leurs intérêts nationaux. Ça n'a jamais été remis en cause, même si c'est pas marqué noir sur blanc dans les traités. C'est une création de la Cour de justice et ça a été accepté par tout le monde. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis plus de 60 ans, on a un vote pour remettre en cause une décision qui a été prise au niveau européen. C'est malheureusement une première, et ça, c'est une atteinte au fondement même de ce qui fait le projet européen. On est 100 jours après le vote du Royaume-Uni. Est-ce que vous imaginez que Londres n'actionne finalement pas le processus de sortie? Je ne le formulerai pas tout à fait comme ça, mais de fait, je pense que cet article 50 est tout simplement inapplicable. Il n'y aura pas de Brexit si le Brexit, c'est la mise en œuvre de l'article 50. Non seulement parce que le Royaume-Uni ne sait pas très bien comment faire, mais parce que imaginer que simplement on pourrait négocier la sortie d'un État membre, et en particulier du Royaume-Uni, et que les 27 autres vont continuer, c'est pas possible. Je pense que c'est une remise en cause de tout le processus et que il va se passer des choses, on ne sait pas lesquelles, mais il va se passer des choses, mais ces choses-là, c'est pas juste ce qui est écrit à l'article 50. Le Brexit, c'est pas l'Europe à 28 moins 1, donc l'Europe à 27. Ça sera une autre Europe. Quoi qu'il en soit, le Royaume-Uni pesait d'un certain poids dans la famille européenne. On regarde cette séquence et puis on se retrouve juste après. Le Royaume-Uni, ce n'est pas le Portugal, ce n'est pas la Slovénie non plus. Il pèse d'un certain poids dans la balance européenne. Avec le Brexit, l'Union européenne va perdre 65 millions d'habitants, soit 1/8 de sa population. Elle va retourner au niveau de ce qu'elle était en 2004, au moment de son élargissement vers l'Est. Elle sera amputée aussi de 1/20 de son territoire. C'est dans le domaine de la défense que l'impact du Brexit sera le plus marquant. Le Royaume-Uni et la France constituent l'essentiel de la force de frappe et des capacités de déploiement de l'Union européenne. Il n'y a qu'à voir les interventions menées au Moyen-Orient, en Libye et ailleurs en Afrique. Français et Anglais cumulent la moitié de toutes les dépenses militaires de l'Union. Ils sont les seuls à entretenir jalousement un arsenal nucléaire. La protection du territoire européen a été assurée, jusqu'ici, par l'OTAN. Le Brexit ne changera pas grand-chose, puisque 21 pays de l'Union, sur les 27 qui la composent, ont adhéré à l'Organisation militaire transatlantique. Par contre, l'avenir de la politique de sécurité et de défense commune s'annonce plus délicat. Que va-t-on faire de cet outil après la défection des forces britanniques? La France se retrouve bien seule. Avec le Brexit, l'Union européenne va perdre sa deuxième économie la plus puissante, après l'Allemagne, soit 1/8 de son produit intérieur brut. Elle perd aussi la deuxième place financière au monde. La City évolue certes hors de la zone euro, mais elle a toujours joué un rôle central. Ainsi, les 3/4 des échanges de l'Union européenne avec le reste du monde ont passé par Londres ces dernières années. La géopolitique ne se résume pas à la puissance militaire, ou économique, ou à la surface d'un territoire. Mais la vieille Europe, sans les cousins britanniques, pèsera sans doute un peu moins lourd dans les affaires du monde. Nicolas Levrat, puisqu'on est sur l'économie, l'Europe est en crise, crise de la dette, crise de la relance. Joseph Stiglitz préconise l'abandon de l'euro pour sauver l'Europe. Il faut le suivre. On est un peu comme dans la situation du Brexit. Quelqu'un propose de faire demi-tour et on ne sait pas comment faire demi-tour avec l'Europe. On a souvent comparé l'Europe à une bicyclette qui, si elle arrêtait d'avancer, risquait de tomber. Là, non seulement elle arrête d'avancer, mais on propose d'aller en marche arrière. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller en marche arrière avec un vélo, mais c'est très difficile. Et donc, le problème, et là je ne suis pas économiste, mais le problème, c'est qu'effectivement, l'Europe et ses institutions manquent d'une véritable légitimité démocratique, dès les origines. Et ce qui a servi de substitut à ce manque de légitimité démocratique, c'est ce qu'on a appelé une légitimité par les résultats. Ça marchait, et donc, bon, puisque ça marchait, les gens s'en contentaient. On a fait une économique, on a fait un marché commun. On a une série de succès. Et là, depuis bientôt 10 ans, l'Europe est en panne. L'Europe ne
délivre plus, comme on dit en mauvais français, ne produit plus ces succès économiques, ce bien-être pour les citoyens. Au contraire, on a un sentiment de malaise. Et donc, ce qui est grave, c'est pas l'euro. L'euro n'est pas une monnaie faible. L'euro a jamais, en tant que monnaie, été véritablement attaqué. Par contre, oui, les citoyens ne se reconnaissent plus dans ce projet, n'ont plus la satisfaction de succès européen, et donc la légitimité des institutions, la légitimité même des dirigeants nationaux, s'est érodée. On pourrait presque dire qu'elle a entièrement disparu. Et puis aussi les divisions entre le nord et le sud de l'Europe. On a vu par exemple M. Renzi refuser de participer à la conférence de presse finale au sommet de Bratislava il y a 10 jours. Exact. Évidemment, les dirigeants nationaux ont toujours défendu des intérêts nationaux. Mais il y avait un projet européen, un projet commun. Et aujourd'hui, si les citoyens ne croient plus dans le projet européen, c'est parce qu'il n'y a plus de projet européen. On a perdu en route le projet. Alors comment on va faire pour sauver l'Union européenne s'il n'y a plus de projet ? C'est une question très compliquée. Et peut-être la première question est de savoir est-ce qu'il faut sauver l'Union européenne, c'est-à-dire réarranger ce qui ne fonctionne plus mais a le mérite d'être là, ou est-ce qu'il faut essayer de partir sur d'autres bases? Et on voit une série de propositions, d'idées qui circulent. Est-ce qu'il faut un noyau dur? Est-ce qu'il faut une Europe à 2 vitesses? Et aujourd'hui, effectivement, il y a un débat, non pas sur comment faire pour mettre en œuvre un nouveau projet, mais même un débat en amont de savoir c'est quoi le nouveau projet européen. Et là, il n'y a pas de réponse facile, malheureusement. Peut-être une idée, ça serait de repartir des grands enjeux, des grands défis qui se posent à l'Europe. Si on repense à l'intuition géniale des pères fondateurs, en 1950, on part sur l'enjeu du charbon et de l'acier entre la France et l'Allemagne. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, c'était la relance économique, après la Grande Dépression, etc., en Allemagne, qui a conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, plutôt que de dire, bon, mettons-nous d'accord sur des petites choses un peu annexes, non, on prend le cœur du problème et on se met d'accord là-dessus. Alors c'est quoi, par exemple, ces grands enjeux actuels autour desquels on pourrait refonder un projet européen? Alors, de nouveau, il va falloir être audacieux. Je ne dis pas que ça serait facile, mais les grands enjeux, il y en a. Il y a évidemment l'enjeu démographique. Nous avons des populations vieillissantes en Europe, ce qui fait que notre modèle socio-économique n'est en tant que tel pas soutenable. Et en même temps, on a une forte pression démographique qui vient de l'extérieur. On a ces migrants, comme on les appelle aujourd'hui, certains sont des réfugiés, certains sont des migrants économiques, qui souhaitent venir en Europe. Et donc, autour de ces questions, et évidemment, si on cherche une solution à ces questions, peut-être c'est pas seulement dans l'espace de la zone Schengen ou de l'Union européenne, peut-être qu'il faut dialoguer au-delà de l'Europe. Peut-être que la relance du projet européen passe aussi par des partenariats originaux, courageux, avec des acteurs au-delà de nos frontières classiques de l'Europe. On a parlé aussi de reconstruire l'Europe autour des questions de sécurité et de défense. C'est une piste possible? C'est un enjeu très important. On a une crise sécuritaire classique avec, je dirais, un ennemi classique de l'Union européenne, la Russie et la crise en Ukraine, qui est un véritable problème, qui n'est pas du tout résolu par l'Europe. Mais on a aussi des nouveaux enjeux de sécurité qui ne relèvent pas du tout de la défense, de la sécurité classique. Les enjeux liés au terrorisme sont également liés à ces enjeux de mouvement de population. Et donc, oui, il faut aussi trouver des solutions sur la défense, mais là encore, il va falloir penser de manière différente. Il suffit pas de mettre ensemble les armées. Les enjeux de sécurité, c'est pas seulement les armées, on le voit, c'est le renseignement, c'est la cybercriminalité, c'est une forme de lien social qu'on a perdu, peut-être à cause du projet européen, peut-être pas. Je pense que si on veut être capable de relancer le projet européen, il faut oser mettre sur la table les questions difficiles. Merci Nicolas Levrat d'avoir posé ces quelques pistes pour reconstruire l'Europe. Et puis au plaisir de vous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle édition de Géopolitis. Merci. Merci beaucoup. Et pour prolonger cette émission, je vous propose d'aller voir le dossier Brexit réalisé par la rédaction de RTS Info. Sur notre page internet geopolitis.ch, un document historique de la télévision suisse romande réalisé en 1963. À cette époque déjà, il y avait de l'eau dans le gaz entre le général de Gaulle et les Anglais. Nous avons aussi consulté la revue du Graduate Institute à Genève avec un dossier intitulé « L'Union européenne et le monde » dans le numéro du printemps 2016. Et puis encore un livre provocateur, ça vient de paraître, L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe. Le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, soutient un abandon de l'euro pour sauver l'Europe. Voilà, c'était la première édition de ce Géopolitis Nouvelle Formule. Cette émission est à voir en rediffusion sur RTS2, sur le site de la RTS et partout dans le monde, sur les canaux de notre partenaire TV5 Monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Géopolitis.